Commençons la tournée de la presse avec la RFI qui titre le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, et ce dimanche 11 octobre à Bamako pour quelques heures. Il est le premier chef d'État à se rendre au Mali depuis la levée de l'embargo décrété par la CEDEAO. Il doit faire le point de la transition politique, évoquer les prochaines étapes pour que les échéances électorales soient respectées. Mais son premier message sera la solidarité avec le Mali. Et enchaînons avec le quotidien Le Point où nous lisons « L'opposition a tenu samedi 10 octobre un premier grand meeting attirant quelques 30 000 personnes au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour présenter un front uni contre la candidature controversée du président Alassane Ouattara à un troisième mandat à la présidentielle du 31 octobre. Et passons à Dakar Actualité, libéré jeudi par les militants du groupe de soutien de l'islam et aux musulmans. Après 4 ans de captivité, la travailleuse humanitaire Sophie Petronine est de retour en France vendredi. Elle a été accueillie par le président Emmanuel Macron. Mais avant de rentrer chez elle, l'ex-otage française a affirmé sur TV5 avoir embrassé la religion musulmane et même avoir changé de nom. Passons à Jeune Afrique où nous lisons « Flambée du chômage, nouvelle vague de faillites en vue ». Les mesures prises pour la Tunisie pour faire face à la flambée des cas de coronavirus vont avoir des conséquences sociales dévastatrices, avertissent les observateurs. 40% des entreprises d'artisanat ont déjà mis la clé sous la porte au moment où les autorités ont annoncé une série de nouvelles restrictions pour endiguer la pandémie. Alors, c'était donc l'appel à la prière et retournons avec la Libye. Alors, une délégation libyenne commence à s'affluer sur le Caire pour participer aux prochaines réunions sur fond constitutionnel afin de parvenir à une solution politique définitive de la crise. Ce dialogue politique vise notamment à dégager un consensus sur un cadre de gouvernement unifié et des arrangements qui conduiraient à l'organisation d'élections. Plus de détails dans ce commentaire. Des délégations libyennes ont afflué hier au Caire pour participer aux prochaines réunions sur fond constitutionnel afin de parvenir à une solution politique définitive à la crise en Libye. Ces réunions, regroupant des membres du Conseil suprême de l'État et du Parlement de Tobrouk, sont consacrées à l'examen sur fond constitutionnel des solutions proposées pour résoudre la crise libyenne. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Shoukry a déclaré ce dimanche qu'on était confronté à une occasion idéale pour parvenir à un règlement politique prenant en compte tous les aspects politiques, sécuritaires, économiques et sociaux de la crise libyenne et garantissant la répartition équitable du pouvoir et des richesses. M. Shoukry a tempêté qu'il était incontournable de stopper toute tentative d'ingérence étrangère en Libye et d'épurer le pays des terroristes, des mercenaires et des forces étrangères qui ourdissent des attaques ignobles sur le territoire libyen. Sameh Shoukry a souligné lors de sa participation à une conférence ministérielle sur la Libye que l'Égypte n'atteigne pas un stade où elle sera forcée de protéger ses intérêts et sa sécurité nationale, comme l'a déclaré le président de la République à la base de Sidi Barrani le 20 juin dernier. L'Égypte poursuivra ses efforts en poursuivant ses contacts avec ses frères libyens et en maintenant la coordination exhaustive avec les Nations Unies et la communauté internationale afin de restaurer la sécurité et la stabilité en Libye. Pour rappel, M. Aguila Saleh, le chef du Parlement basé à Tobrouk, et le maréchal Khalifa Haftar, commandant de l'armée nationale libyenne,
ont effectué une visite au Caire mercredi 23 septembre. Les deux responsables y ont rencontré le président Abdel Fattah al-Sisi qui œuvre à un rapprochement entre les deux personnalités influentes à l'Est libyen avant la reprise des discussions prévues ce dimanche. Par ailleurs, l'ONU a annoncé la reprise début novembre en Tunisie du dialogue politique interlibyen pour un règlement de la crise en Libye. Puisque nous sommes en train de parler de la Libye, alors l'Égypte accueille la réunion interlibyenne pour trouver une voie constitutionnelle pour sous le parrainage des Nations Unies. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Monsieur l'ambassadeur, Son Excellence Hissène Haridji. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour, madame. Bonjour. Tout d'abord, au cours de l'ouverture de la session de la réunion destinée à entamer une démarche constitutionnelle pour la Libye, le chef des services secrets a assuré l'importance de mettre de côté tous les différends entre les factions. Qu'en pensez-vous? Certainement, je suis tout à fait d'accord avec une telle position de la part du gouvernement égyptien. Et je pense que durant les derniers 2 mois, les forces politiques en Libye, soit dans l'Est ou à l'Ouest, à Tripoli, se sont mis d'accord sur la nécessité ainsi que l'importance de parvenir à un accord politique définitif sur l'avenir de la Libye, après qu'ils ont constaté que la voie militaire ne va pas résoudre le conflit interlibyen. Et je pense que, comme vous venez de le préciser, madame, le Caire accueille depuis hier une réunion interlibyenne entre les représentants du Parlement à l'Est et du Conseil d'État du gouvernement de l'accord national pour parvenir à un accord intermédiaire sur la Constitution ou le projet d'une Constitution en Libye. Et ce processus constitutionnel représente une des voies qui a été consentie lors du sommet à Berlin le 19 janvier dernier. Et espérons que à la fin de cette réunion qui va se terminer demain, que les Libyens vont réussir à élaborer un accord préliminaire sur la voie constitutionnelle en Libye à suivre. Votre Excellence, M. Hissène Haridji, l'émissaire spécial des Nations Unies, Stephanie Williams, a salué le rôle de l'Égypte qui abrite ces réunions. Alors, comment évaluez-vous les efforts déployés par l'Égypte concernant cette crise libyenne? Excusez-moi, madame, je n'ai pas entendu votre question, madame. L'émissaire spécial des Nations Unies, Stephanie Williams, a salué le rôle de l'Égypte qui abrite ces réunions actuellement. Alors, comment évaluez-vous les efforts déployés par l'Égypte en ce qui concerne la Libye? L'Égypte étant un pays voisin de la Libye, comme l'Algérie et la Tunisie, fait de son mieux d'assister et d'aider la communauté internationale ainsi le monde arabe à élaborer, à trouver une terre d'entente parmi les forces politiques en Libye. Et c'est la deuxième, la réunion du Caire la réunion actuelle au Caire, c'est la deuxième réunion que l'Égypte accueille. La première était le mois dernier à la cité balnéaire de Hurghada. Et parmi les militaires ou même les représentants de la Chambre des députés à l'Est et du Conseil d'État à l'Ouest, mais ils se sont mis d'accord sur les conditions, entre guillemets, militaires pour une trêve permanente, un cessez-le-feu permanent en Libye. Et leur recommandation serait étudiée
par la commission militaire conjointe interlibyenne qui devrait se réunir prochainement à Genève, la commission dite 5+5. Alors l'Égypte ne ménage pas ses efforts diplomatiques et ses efforts politiques avec toutes ses forces politiques en Libye, soit l'Assemblée nationale de Tobruk ou le gouvernement de l'accord national. Et certainement, ces efforts diplomatiques et politiques se conjuguent, permettez-moi de le souligner, se conjuguent avec les efforts de la part de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc. Oui. Alors, le chef de la délégation du Parlement libyen a lui aussi salué, loué les efforts de l'Égypte qui œuvre pour la paix au sein des conditions sur lesquelles passe la Libye. Alors, comment jugez-vous les ingérences étrangères qui ont aidé à déstabiliser la démarche de la paix en Libye? Heureusement, les Libyens, dernièrement, se sont mis d'accord, se sont rendus compte que l'ingérence étrangère dans les affaires libyennes ne servent pas les intérêts du peuple libyen. Et c'est pour cela que lors du sommet de Berlin, le janvier dernier, la communauté internationale, les Nations Unies et les pays voisins, les pays arabes voisins de la Libye, se sont mis d'accord sur deux éléments principaux. Le premier est la non-ingérence dans les affaires libyennes. Et deuxièmement, le démantèlement des milices armées en Libye. Et je crois que c'est le contexte général dans lequel c'est pour parler ces efforts diplomatiques et politiques sont déployés. Par l'Égypte, oui. Nous vous remercions infiniment, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, pour ces explications. Merci d'être avec nous et très bonne journée. Et enchaînons cette édition de notre programme avec le Sénégal. Alors, des touristes débarquent sur l'île de Gorée, au large de Dakar, rouverte aux visiteurs après 7 mois de fermeture à cause de la pandémie du Covid-19. Cette réouverture était sortie de mesures comme le port obligatoire de masques dans la chaloupe qui transporte et ramène les visiteurs, mais aussi sur l'île, y compris à l'extérieur, selon la mairie. Voyons ensemble. L'île de Gorée, symbole de la traite atlantique et destination prisée de touristes au large de Dakar, a rouvert samedi aux visiteurs sans grande affluence après 7 mois d'une fermeture imposée par le coronavirus qui a sévèrement affecté son activité. Cette réouverture est assortie de mesures comme le port obligatoire du masque dans la chaloupe qui transporte et ramène les visiteurs, mais aussi sur l'île, y compris à l'extérieur, selon la mairie. Elle sera progressive à raison de 8 navettes de chaloupe par jour au lieu de 12 précédemment, a précisé la municipalité. Gorée, à quelques kilomètres au large de la capitale sénégalaise, était fermée aux visiteurs depuis le premier cas de contamination déclaré au Sénégal le 2 mars. Seuls ces quelques 2000 habitants étaient autorisés à prendre les bateaux qui desservent l'île et assurent son approvisionnement. Lieu de mémoire inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO comme symbole de l'exploitation humaine, mais aussi site pittoresque sur l'Atlantique, Gorée, d'où sont partis pendant plusieurs siècles des esclaves africains vers les Amériques, attire habituellement des foules de visiteurs. Nombre d'habitants de Gorée travaillent sur le continent, d'autres gagnent leur vie sur place, essentiellement du tourisme et des dérivés. La fermeture de l'île aux visiteurs l'a longtemps préservée de la pandémie, jusqu'au premier cas rapporté fin août. Alors, nous allons terminer cette édition de notre programme Autour du monde avec la Tunisie. Alors, reposant depuis un siècle au large du Cap Bonne, l'épave d'un sous-marin français datant de la Première Guerre mondiale qui a été découverte par des plongeurs tunisiens. Ce sont les dirigeants d'un club de plongée qui étaient à la recherche de sites à explorer qui sont tombés sur cette découverte. Je vous laisse avec ce commentaire signé Chemseneli. Très bonne journée, au revoir.
Une découverte surprenante au large du Cap Bon au nord-est de la Tunisie. Des plongeurs tunisiens ont retrouvé l'épave d'un sous-marin français datant de la Première Guerre mondiale. Coulé par l'armée allemande en 1917, l'Ariane abrite désormais une multitude de poissons et de crustacés. Pour le directeur du club de plongée de Ras Hadar, c'est revivre une partie de l'histoire contemporaine. Il dit: ce sous-marin fait partie de l'escadrille de Bizerte, nord de la Tunisie. Il est parti pour faire des exercices du côté du Cap Bon. Il était suivi par un bateau qui le protégeait. Et la nuit, il a été torpillé par un U-boat allemand. C'est comme si on lisait un livre d'histoire en direct. C'est très passionnant. On est tombé sur des rapports militaires aussi qui parlaient de ce genre de bataille minute par minute. Vraiment, c'est détaillé de tout ce qui se passait sur la Méditerranée. Et quand on lit ça, et qu'on se replonge dans cette atmosphère, je me dis, moi, à mon âge, je suis contente de ne pas avoir connu de guerre. L'Ariane est le 3e sous-marin retrouvé dans les eaux tunisiennes. Les forces allemandes y avaient fait des ravages où ils étaient déployés pour couper les renforts des Alliés et les provisions venant des colonies. Ce n'est pas courant de retrouver des épages de sous-marins, surtout de la Première Guerre, car on ne sait pas exactement où ils ont coulé. C'est ce qu'a déclaré l'amiral Dominique Sall, président de l'Association générale de l'amicale de sous-mariniers. Rappelons que les moyens de communication et de navigation étaient alors beaucoup moins performants. C'est le 3e sous-marin retrouvé en Tunisie et le seul de la Première Guerre. C'est passionnant, comme si on lisait un livre d'histoire.